Chers amis du dessous des cartes, voici Covid-19, une leçon de géopolitique réalisée avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, nous allons survoler les aéroports du monde entier et nous allons voir à l'infini des avions cloués au sol. Prenons l'exemple de la compagnie française Air France KLM. 90% de sa flotte est actuellement immobilisée à cause du Covid-19 et l'on retrouve à peu près le même chiffre partout dans le monde et notamment aussi pour la grande compagnie allemande Lufthansa. Alors, dans un instant, nous serons en ligne avec Fabrice Glisinski, c'est le rédacteur en chef du journal La Tribune. Il est un spécialiste du monde aérien. Avec lui, nous essaierons de mesurer toutes les conséquences économiques pour le secteur. Un secteur aérien aujourd'hui à l'arrêt, alors même qu'il a connu des décennies de croissance continue. Flashback. Voilà, croissance continue du secteur aérien ces dernières décennies qui s'est accompagnée de la construction d'aéroports. En 1961, par exemple, on a construit l'aéroport d'Orly, qui est aujourd'hui le deuxième plus gros aéroport français. Orly, le 31 mars dernier, a fermé ses portes à cause du Covid-19. C'était une première, ça n'était jamais arrivé, pas même après le 11 septembre 2001. Cela dit, début avril, Orly a rouvert ses portes pour devenir le hub de l'évacuation sanitaire en France, en évacuant par les airs les patients des hôpitaux saturés. Alors qu'est-ce qu'un hub ? Eh bien, c'est un aéroport qui garantit le plus de correspondance en un temps record et dans les meilleures conditions. Ces hubs, ils se sont multipliés ces dernières années un peu partout sur la planète, devenant pour les États un véritable enjeu de puissance. Voilà l'aéroport de Dubaï qui ne reçoit plus non plus de vols commerciaux depuis la fin mars. C'est une catastrophe bien sûr pour la cité-État qui vit principalement du transport aérien, du tourisme et du commerce. Et nous sommes en ligne avec Fabrice Glisinski. Bonjour. Bonjour Émilie. Vous êtes rédacteur en chef pour le journal La Tribune. Vous êtes un spécialiste de ce secteur aérien. Alors tout d'abord, première question basique. Si je vais à Roissy demain matin, qu'est-ce que je verrai sur le tableau d'affichage des arrivées et des départs ? Alors, déjà, il faut rappeler que l'aéroport d'Orly est fermé depuis le 31 mars et que si vous allez à Roissy, vous n'aurez pas beaucoup de choix puisque vous ne pourrez aller qu'au terminal 2 ou 2F, et une partie seulement, le terminal 2A, et sinon tous les autres terminaux sont fermés. Vous verrez des tableaux d'affichage relativement figés, avec très peu de destinations, comme quelques villes françaises, Toulouse, Nice, quelques villes européennes pour la clientèle professionnelle, comme Francfort, Rome, quelques destinations long courrier également vers les États-Unis, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, et également quelques vols vers les Antilles françaises ou la Guyane pour assurer la continuité territoriale. Roissy n'accueille plus que 10% à peu près de son offre. Air France, par exemple, n'assure plus que 5% de son programme. Jusqu'à quand cette situation pourrait perdurer ? Quelles sont les dernières estimations ? Là, ça risque d'être long parce qu'il y a à la fois cette crise sanitaire à laquelle il faudra apporter des réponses et une crise, une récession qui a commencé et qui va être terrible sur le plan de la demande. La demande va être touchée, la demande touristique va être touchée, la demande professionnelle va être touchée parce que les entreprises ne font pas bien. Donc, c'est la plus grosse incertitude sur la reprise. Alors, l'annonce du chef de l'État des confinements progressifs à partir du 11 mai permet aux compagnies aériennes d'avoir un repère. Pour autant, il faut être très prudent parce que déjà cette date peut évoluer. Ensuite, parce qu'on ne connaît pas encore ni les conditions du déconfinement, ni les règles sanitaires qui s'appliqueront pour les aéroports, pour les compagnies aériennes dans les avions. Autre incertitude également, c'est la reprise des vols à l'international. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que ça dépendra de la situation sanitaire dans les autres pays. Une chose est sûre, le transport aérien est une activité internationale. Il faudra une approche harmonisée avec des règles communes. Je vais prendre des exemples basiques. Faudra-t-il mettre en place un passeport sanitaire ? Faudra-t-il généraliser le port du masque dans les avions ? Et si oui, quelle doit être la norme de ce masque ? Comment gère-t-on la distanciation sociale, à la fois dans les aéroports et dans les avions ? Tout ça ne peut se faire que de manière harmonisée. L'idéal, ça serait que l'OMS s'empare du sujet et dicte des normes pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les grands chiffres de ce secteur aérien quand on prend toute la chaîne, c'est-à-dire des compagnies aériennes jusqu'aux restaurants et hôtels de la chaîne du tourisme ? En gros,
C'est 8% du PIB mondial, le transport aérien et tous les métiers qui en découlent. C'est 65 millions d'emplois, en comptant les agents de voyage, les tour opérateurs, les hôteliers d'un côté, et les restaurants, les commerces, si vous voulez, de tout ce qui est lié au tourisme. Et vous avez également de l'autre côté les constructeurs d'avions, comme Airbus, comme Boeing, et leurs sous-traitants, qui eux aussi sont très impactés. Est-ce que vous pensez que cette crise du Covid-19 pourrait avoir comme conséquence que l'avion ne soit plus le transport roi? Le transport aérien est effectivement pointé du doigt pour son impact environnemental, qui, rappelons-le, représente entre 2 et 2,5% des émissions mondiales de CO2, selon le GIEC. Il y a effectivement, comme vous le dites, un mouvement de prendre l'avion qui est né l'an dernier en Suède et qui a été fortement médiatisé, essentiellement en Europe et aux États-Unis. Pour autant, je ne pense pas qu'il y aura la fin de l'avion. On voit les gouvernements s'empresser de le sauver. C'est qu'il a une utilité, c'est un acteur majeur de la mondialisation. Il y a 3 leviers principaux, ce sont les télécommunications, la finance et le transport aérien, si on prend la colonne vertébrale de la mondialisation. Et même s'il y a des mouvements de remise en cause de cette mondialisation, je pense, va continuer, peut-être de manière différente, mais elle va continuer. Et donc, je ne vois pas la fin du transport aérien demain. Merci beaucoup Fabrice Klisanski. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef pour le journal La Tribune. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. À bientôt pour une nouvelle leçon de géopolitique et surtout, continuez de rester bien chez vous.